Je m'appelle Lena Murray, et j'ai passé la majorité de mes 63 ans à Fairhope, dans le Mississippi, avec des gants en caoutchouc aux mains plus souvent qu'autrement. Ces gants étaient devenus ma seconde peau, craquelée par l'eau chaude, imprégnée d'odeurs de désinfectant, serrés contre les jointures meurtries d'une vie passée à nettoyer ce que les autres laissaient derrière eux. Ils racontent l'histoire d'une femme qui a choisi le sacrifice silencieux plutôt que les applaudissements. Et tout cela, chaque plat récuré, chaque sol blanchi, c'était pour mon neveu, Kyle. Kyle n'était pas mon fils biologique, mais il aurait tout aussi bien pu l'être. Ses parents, ma petite sœur et son mari imprudent, ont quitté la ville quand il avait 6 ans, poursuivant un dernier rêve à Atlanta qui n'a jamais abouti. J'avais alors 38 ans, récemment veuve, travaillant de nuit à nettoyer les bâtiments administratifs d'un collège communautaire local. J'ai ramené Kyle à la maison le jour où ses parents ont cessé de répondre au téléphone et ne sont jamais revenus. On n'a jamais utilisé le mot adoption, mais c'est ce que c'était, dans tous les sens du terme. Dès le début, j'ai fait une promesse tissée dans chaque repas préparé, chaque boîte à déjeuner faite à l'aube. Il ne serait pas freiné par les mêmes plafonds bas qui m'avaient retenu. Il allait s'élever. Et s'il me fallait tout donner pour construire cet avenir, alors soit. Alors j'ai travaillé. Des heures supplémentaires, des petits boulots en plus. J'essuyais les sols d'un petit restaurant le matin, nettoyais des maisons témoins l'après-midi, et passais l'aspirateur dans des couloirs après la fermeture des bureaux. Mon dos a lâché plus d'une fois, mais je continuais. Kyle avait besoin de livres. Kyle avait besoin d'un appareil dentaire. Kyle avait besoin d'espace pour devenir l'homme qu'il était censé être. Mes propres besoins se sont estompés comme la lumière du soleil au crépuscule. Et Kyle, il était brillant. Vif d'esprit, rapide à répondre, avec un sens aigu de la justice même tout petit. Lorsqu'il a été accepté à l'école de droit de Pembroke, le meilleur programme de l'État, j'ai pleuré si fort que j'ai dû m'asseoir par terre dans le couloir. Je me souviens avoir murmuré à voix haute. On y est arrivé. Pas il. Nous. Les frais de scolarité étaient exorbitants, presque obscènes, mais je n'ai pas hésité. J'ai vidé le reste de l'assurance vie de mon défunt mari, pris une deuxième ligne de crédit, et ajouté un autre service à mon emploi du temps, nettoyant la nuit à la gare routière. Les odeurs là-bas imprégnaient tout. Pourtant, je supportais. Parce que Kyle avait un rêve, et moi un devoir. Il s'en sortait bien, au début. Ses appels étaient pleins d'enthousiasme et de gratitude. Je ne pourrais pas faire ça sans toi, Tata Lena, disait-il, juste avant de raconter sa dernière victoire à l'école de droit. Je vivais pour ses appels, pour ces secondes où tout semblait justifié. Mais au fil des semestres, sa voix changeait. Plus lisse. Plus tranchante. Comme s'il se faisait déjà façonner par un monde auquel je n'appartenais pas. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Juste des détails, la façon dont il hésitait avant de me mentionner devant d'autres, le ton forcé quand je lui demandais des nouvelles. À la remise des diplômes, Kyle était méconnaissable dans son costume bleu marine sur mesure, debout au pupitre pendant que le doyen lisait son nom avec mention. J'étais assise au fond, dans une veste empruntée 2 tailles trop grandes, toussant dans une serviette, priant pour que personne ne me remarque. Il m'a à peine regardé ce jour-là. Peu après, Kyle a obtenu un poste dans un grand cabinet à Bâton Rouge Whitaker et Val. Ce cabinet était réputé, non seulement en Louisiane, mais dans tout le sud du pays. Il parlait souvent d'un des associés, Malcolm Val. Cet homme est une légende, disait Kyle, mais arrogant comme pas deux. Il est toujours là, à mes pieds, attendant que je trébuche. Il y avait dans sa voix une note que je n'arrivais pas à cerner, du mépris, peut-être même un peu de peur. Je l'écoutais, hochant la tête, encore ébloui par l'homme qu'il était devenu. Et pourtant, ma vie à moi devenait plus difficile. Le loyer augmentait encore, et mes hanches me trahissaient. Je n'avais pas dormi une nuit complète depuis des mois. Mon médecin m'avait parlé d'arthrite naissante, m'avait conseillé de ralentir. Mais ralentir comment? Ma petite pension ne couvrait que l'essentiel. J'avais attendu, bêtement, le jour où Kyle dirait « Laisse-moi t'aider maintenant ». Ce jour n'était jamais venu. Quand l'avis d'augmentation de loyer est arrivé, 75 $ de plus par mois, je n'ai plus eu le choix. J'ai avalé ma fierté et je l'ai appelé. Il m'a fallu 3 tentatives pour avoir le courage. Whitaker et Val, bonjour. Comment puis-je vous orienter? La réceptionniste semblait à peine majeure. Puis-je parler à maître Kyle Murray, s'il vous plaît? Dis-je, en essayant de garder ma voix posée. C'est sa tante. Un instant. Il y eut une pause, un clic, puis sa voix, froide et pressée. Tata Lena? Tout va bien.
Je suis sur le point d'entrer en réunion. Je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas urgent, dis-je. C'est pour le loyer. Et une lettre concernant les prestations de vétéran de ton oncle. Je n'arrive pas à comprendre, et je... Il soupira. Tranchant. Agacé. On en a déjà parlé. Je débute à peine, et le cabinet attend un certain standing. Je ne peux pas distribuer de l'argent comme si c'était des bonbons. Ce n'est pas un cadeau, chérie. C'est moi. La femme qui t'a élevé. Il se tut trop longtemps. Finalement, il dit, « Écoute, je peux te consacrer 15 minutes. Rejoins-moi au café du rez-de-chaussée à 15 heures. Mais je ne peux pas être en retard pour mon appel avec Monsieur Val. » Puis la ligne s'est coupée. Je suis arrivé trop tôt. L'immeuble était une montagne de marbre et d'acier, plein de costumes taillés et de chaussures cirées. Je détonnais, comme une mauvaise note dans une chanson bien rodée. Kyle m'a aperçu et m'a à peine salué. Aucun câlin. Aucune question. Dis-moi ce que tu veux, murmura-t-il, les bras croisés. Je lui ai expliqué le loyer. La lettre. La douleur dans mes genoux. Il écouta, puis ricana. Tu sens encore l'ammoniaque, tu sais? Tu te rends compte de ce que ça fait à mon image? Ma poitrine s'est serrée. Je venais juste. Je t'ai jamais demandé de m'élever, trancha-t-il. Tu l'as choisi. Ne viens pas maintenant me le reprocher. Il sortit un billet de $20 de son portefeuille, le posa sur la table. Va t'acheter un produit pour frotter. Ne reviens plus ici. Je suis restée assise longtemps après son départ. Mais cette fois, la tristesse ne s'est pas éternisée. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant est né en moi. Ce soir-là, dans mon petit appartement faiblement éclairé au-dessus de la laverie automatique, le silence pesait comme une seconde peau. Le billet de $20 qu'il m'avait lancé traînait encore sur la table, froissé, insultant. Je le fixais, non pas comme une aumône, mais comme un symbole de toutes les insultes. Muette, de tous les regards condescendants, de toutes les humiliations discrètes que j'avais endurées au fil des années. Mes mains, douloureuses après une journée de ménage en double service, reposaient sur mes genoux. Pour une fois, elles ne bougeaient pas. Et dans cette immobilité, quelque chose de nouveau est né, la détermination. Je n'ai pas pleuré. Pas comme le jour de sa remise de diplôme, quand son nom avait résonné dans l'amphithéâtre et que j'avais pleuré de joie. Ce que je ressentais maintenant était plus profond, plus ancien. Cela vibrait jusque dans mes os. Il pensait que j'étais finie. Que je rentrerais chez moi, humiliée. Mais il avait oublié une chose. J'avais survécu toute ma vie avec moins que de l'espoir. Je n'avais pas besoin de sa gentillesse. Mais j'allais m'assurer qu'il comprenne enfin le prix de m'avoir traité comme rien. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fouillé la vieille boîte en carton sous mon lit, celle où je gardais mes relevés bancaires, mes reçus, et quelques papiers chiffonnés. J'y ai retrouvé les preuves, transfert d'argent pour ses frais de scolarité, mandats postaux pour ses loyers, talons de chèque pour ses livres. J'ai trouvé aussi les cartes d'anniversaire qu'il m'avait écrites enfant, des promesses griffonnées en lettres colorées, des dessins de maisons et de voitures. Quand je serai avocat, tu n'auras plus jamais à travailler, tata. À l'époque, je croyais qu'il le pensait vraiment. Je les ai étalés sur la table, un à un. L'audit de toute une vie. Le matin suivant, après 3 heures de sommeil agité, j'ai tout rangé dans un vieux sac en toile usée. Tandis que je le fermais, mon regard s'est posé sur une photo encadrée de Kyle et moi. Il avait 10 ans, un sourire immense, le bras autour de mon cou. J'ai retourné la photo face contre le mur. Trop douloureux à regarder. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Je savais seulement que je ne pouvais plus rester sans rien faire. C'est là que je me suis souvenu d'un nom, Malcolm Val. Kyle parlait souvent de lui, rarement avec tendresse, mais toujours avec une sorte de crainte cachée. Val pense qu'il dirige tout, avait-il lancé un jour, en remuant un verre de vin bon marché dans ma petite cuisine. Il est brillant, je l'admets. Mais il attend que je tombe. Il guette. Et peut-être, juste peut-être, Val attendait encore. Je n'essayais pas de détruire Kyle. Pas encore. Mais j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel il évoluait maintenant. J'avais besoin d'un allié qui parlait sa langue. Quelqu'un qui pourrait me montrer mes options. Je me suis lavée, coiffée, habillée avec ce que j'avais de mieux. Un cardigan gris aux coudes réparés, une jupe noire, des chaussures solides. Je n'ai pas mis de maquillage. À quoi bon? Qu'il voie la femme de ménage. À l'accueil du cabinet Whittaker et Val,
J'ai été accueilli avec ce sourire poli qu'on réserve aux intrus. Puis-je vous aider, madame? Je voudrais voir maître Malcolm Val, ai-je dit, droite comme une planche. Je n'ai pas de rendez-vous. Mais c'est personnel. Et ça concerne l'un de vos collaborateurs, Kyle Murray. Elle a haussé un sourcil, notez mon nom, Lena Murray. Puis elle a disparu dans l'arrière-bureau. J'ai attendu, les mains croisées sur mon sac. Tous ceux qui passaient me regardaient à la dérobée. Je ne faisais pas partie de ce monde et je le sentais. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Maître Val peut vous recevoir un instant. 3e porte à gauche. Je n'étais jamais entré dans un bureau comme celui-là, sol en marbre, étagère couverte de livres reliés en cuir, une vue imprenable sur la ville. Malcolm Val était grand, dans la 50aine, costume impeccable, regard vif. Il ne sourit pas, mais me salua d'un signe de tête et m'invita à m'asseoir. J'ai été informé que cela concerne Kyle Murray, dit-il. Allez-y, parlez librement. Alors je lui ai tout dit. Mon histoire. Kyle enfant. Les années de labeur. Le double nettoyage, les sacrifices. J'ai sorti mes reçus, mes carnets, les cartes d'anniversaire. Puis je lui ai raconté ce qui s'était passé dans le hall. L'insulte. Le billet de $20. Le mot « ordure ». Val ne m'a pas interrompu. Il a tout écouté, le regard rivé sur moi. Lorsqu'enfin j'ai terminé, la gorge sèche, les mains tremblantes, il a dit « Vous avez une histoire. Une vraie. Et un homme comme Kyle, dans ce métier, devrait savoir qu'un socle ne se crache pas dessus. » Puis il s'est levé. Je vais m'en charger. Personnellement. Le lendemain, il avait rédigé une lettre. Pas menaçante. Pas explosive. Mais froide, nette et implacable. Elle exigeait un plan de remboursement structuré, un dédommagement, et une lettre d'excuse officielle. Elle précisait que si Kyle refusait, une plainte serait déposée pour enrichissement sans cause et préjudice moral. Elle fut envoyée par courrier recommandé. On veut sa signature sur l'enveloppe, m'a dit Val avec un sourire à peine voilé. Pour que ça commence à piquer. Et moi, pour la première fois en 63 ans, je me suis sentie debout. Pas comme une victime. Comme une adversaire. Les jours suivants passèrent au ralenti, comme si le temps lui-même retenait son souffle avec moi. Je continuais à travailler, nettoyage des salles d'attente chez le pédiatre Dr Alperne, entretien des bureaux d'agences immobilières 3 soirs par semaine, mais mon esprit était ailleurs. Chaque mouvement de serpillière, chaque pulvérisation de désinfectant m'amenait à imaginer Kyle, ouvrant cette lettre. Maître Val avait rédigé le courrier avec la précision d'un chirurgien. Pas une menace. Pas une explosion. Juste un ton froid, professionnel, qui suintait le poids du droit et la certitude tranquille qu'on n'allait pas m'ignorer cette fois. La lettre détaillait mes années de soutien financier pour ses études, énumérait chaque contribution, chaque dollar sacrifié. Elle évoquait l'état de mon corps, usé par le travail, et la nature publique et humiliante de notre dernier échange. Elle exigeait un plan de remboursement mensuel, un dédommagement moral et une lettre d'excuse formelle. En cas de refus, nous porterions l'affaire devant les tribunaux. Maître Val avait demandé un envoi avec accusé de réception. On veut le forcer à l'avoir, à la signer. Lorsqu'il m'appela le lendemain, sa voix était presque amusée. Il l'a signée de sa propre main, hier à 16h15. Ma source au service courrier m'a dit qu'il a à peine regardé l'expéditeur avant de l'ouvrir. Mon cœur tambourinait. Il a crié, ajouta Maître Val avec un petit rire. Assez fort pour que 3 stagiaires l'entendent depuis le couloir. Apparemment, un trophée décoratif a terminé sa vie contre un mur. Je n'ai pas ri. Je n'en étais pas capable. Mon estomac s'est noué. Je connaissais Kyle. Il s'accrochait à l'image, au contrôle. Son ego était une vitrine brillante, lisse à l'extérieur, fragile en dessous. Et maintenant, elle était fêlée. Cette nuit-là, je suis restée dans mon salon, la télévision éteinte, à écouter les grillons chanter derrière la fenêtre. Je ne ressentais pas de triomphe. Juste une drôle de douleur sous les côtes. Je ne cherchais pas à le détruire. Je voulais seulement qu'il me voie à nouveau. Qu'il se souvienne de la femme qu'il avait élevée. Mais 3 jours plus tard, il appela. Pas depuis son bureau. Depuis son portable personnel. Je reconnus le numéro aussitôt, et mes doigts tremblèrent avant que je décroche. « Tu l'as vraiment fait », grogna-t-il. « T'as convaincu cet enfoiré de Val d'écrire ton roman de pauvre comme si c'était une affaire judiciaire. Tu es devenue folle ?»
Bonjour à toi aussi, Kyle, répondis-je calmement. Ma voix ne tremblait pas, mais mes mains, oui. Tu me poursuis en justice? Ta propre famille? Je te tiens responsable, dis-je. Tu as fait des choix. Maintenant, j'en fais aussi. Il ricana. Val t'utilise. Il me déteste depuis le premier jour. Peut-être que tu devrais te demander pourquoi. Parce qu'il veut me détruire. Et maintenant tu lui donnes les munitions. Non, Kyle. Tu les lui as données tout seul. Silence. Épais comme du goudron. Tu crois vraiment qu'un juge va te plaindre? Toi, la femme de ménage? Tu veux être payée pour avoir fait ton devoir? Ce n'était pas un devoir, soufflai-je. C'était de l'amour. De l'amour que tu as piétiné parce qu'il ne te convenait plus. Long silence encore. Puis il reprit, un ton plus acide que jamais. Tu n'étais qu'une victime qui rêvait d'être une sainte. Tu m'en as toujours voulu de réussir. C'était le dernier éclat. Le dernier morceau d'illusion qui se brisa. Tu as le numéro de mon avocat, dis-je. Toute communication passera par lui désormais. Et je raccrochai avant qu'il ne puisse me détruire davantage. Maître Val m'appela ce même après-midi. Je suppose qu'il n'est pas disposé à régler ça à l'amiable. Non. Il est furieux. Et blessé. Et méchant. Alors on dépose, dit-il sans hésiter. On rend ça officiel. Plainte pour enrichissement sans cause, dommage émotionnel, abandon moral. Tu es sûre, Léna? Tu veux poursuivre? Je pensais à sa voix. À l'insulte. Au billet de $20. Et je dis. Oui. Je suis prête. Le mercredi suivant, la plainte fut déposée. Le huissier, un homme chauve à la carrure imposante, remit les papiers directement au bureau de Kyle. Selon les témoins, il aurait tenté de lui claquer la porte au nez. Échec. Peu après, je reçus une lettre de l'avocat de Kyle, un type d'un autre cabinet, connu pour ses tactiques agressives. Il déposa une requête en irrecevabilité, clamant que mes dons étaient des cadeaux, que Kyle ne me devait rien. Que j'étais simplement une vieille femme aigrie cherchant à salir son neveu. Le juge ne fut pas impressionné. Il rejeta la requête, estimant que les preuves de soutien financier et les propos publics constituaient des éléments suffisants pour qu'une procédure soit engagée. Petite victoire mais immense. Je n'étais pas rejeté. J'étais entendu. Le cabinet Whittaker et Val tenta de contenir les rumeurs. En vain. En une semaine, des murmures circulaient dans les couloirs. Pas seulement sur le procès, mais sur son histoire. L'histoire de la tante qui avait tout sacrifié. Du brillant avocat qui l'avait humilié en public. Et derrière tout cela, un nom, Malcolm Val. Kyle n'était plus le jeune talent prometteur. Il était devenu l'homme dont personne ne voulait parler à voix haute. Je ne m'en réjouissais pas. Mais je ne pleurais pas non plus. Ce billet de $20 qu'il m'avait jeté? Je l'ai encadré. Pas pour me venger. Pour me souvenir. Du jour où j'ai décidé que ma dignité ne serait plus jamais négociable. Les semaines qui suivirent furent un vrai combat, pas seulement pour Kyle, mais pour moi aussi. La phase de découverte, comme l'appelait Maître Val, consistait à rassembler les preuves. Dans notre cas, cela signifiait ressortir des tiroirs des reçus vieux de 20 ans, des relevés bancaires à moitié effacés, des fiches de paie froissées de mes anciens boulots de nettoyage. La charge de la preuve me revenait, et j'étais bien décidé à l'assumer jusqu'au bout. L'équipe de Val traitait cela comme une opération militaire. Son assistant juridique, Devin, est venu chez moi un après-midi, armé d'un scanner énorme et de centaines de post-ITS. Il était poli, dans la trentaine, efficace, et ne fit aucun commentaire sur l'odeur persistante d'ammoniac qui flottait encore après mon service du matin. On ne construit pas juste un dossier, Madame Murray, m'a-t-il dit en scotchant une pile de documents. On construit une chronologie. Et pour l'instant, elle parle très fort. Je l'observais de l'autre côté de la table, une tasse de café froid dans les mains, en contemplant ma propre écriture. Des décennies de sacrifices consignés dans des cahiers cornés. Mes notes étaient simples, $85 livre de cours de Kyle, ou $50 pressing costume, et parfois juste sauter le déjeuner. Économiser $6. À l'époque, cela ne me semblait pas être de la souffrance. C'était ma mission. Aujourd'hui, c'était une preuve. Pendant ce temps-là, Kyle restait silencieux. Maître Val recevait bien quelques nouvelles de son avocat, des courriels pompeux pleins de jargon juridique et d'efforts évidents pour faire traîner l'affaire. Il voulait fouiller mes finances, vérifier mes relevés actuels, mes loyers,
même mes dépenses alimentaires. Val résistait autant qu'il le pouvait, mais il m'avait prévenu. Leur stratégie, c'est de t'épuiser. De te faire abandonner. J'ai bossé 40 ans debout, lui ai-je répondu. Ils vont devoir faire mieux qu'un peu de paperasse. Mais la fatigue était bien réelle. Chaque semaine, la pression émotionnelle se faisait plus lourde. Pas seulement à cause de Kyle, mais à cause de ce que je devais revivre. Je ne pouvais pas feuilleter ces anciens carnets sans me souvenir de l'épuisement. Je ne pouvais pas relire ces anciennes lettres de remerciement sans me demander quand il avait cessé d'être sincère. Peut-être en 2e année de fac. Peut-être dès le départ. Certains matins, je me regardais dans le miroir fendu de ma salle de bain, en me demandant si je faisais tout ça pour de bonnes raisons. Est-ce que j'étais en train de me venger? Est-ce que je cherchais la paix ou le conflit? Mais ces doutes ne restaient jamais longtemps. Car ils étaient toujours suivis de cette scène dans le hall. De ce mot. Ordure. La femme dans le miroir avait été bien des choses dans sa vie, pauvre, fatiguée, invisible mais jamais une ordure. De son côté, Kyle n'était plus l'étoile montante du cabinet. Je ne savais pas tout, mais les regards dans les couloirs parlaient. Les juniors me regardaient passer avec curiosité quand je venais rencontrer Maître Val. Des murmures circulaient. Et chaque semaine, le vernis autour de Kyle se craquelait un peu plus. Il avait été l'ambitieux, l'éloquent, le prometteur. Il devenait maintenant celui que l'on évite d'évoquer. Je ne jubilais pas. Mais je n'étais plus dans l'ombre. 3 semaines après le début de la procédure, Val m'appela avec une nouvelle inattendue. Ils ont proposé une médiation, dit-il d'une voix neutre. Mon cœur bondit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Kyle ou plutôt son avocat veut éviter un procès public. Ils veulent régler ça entre nous, dans une salle de réunion, avec un médiateur neutre. Pas de juge. Pas de jury. Juste toi, moi, lui, et la vérité. Je déglutis. Est-ce qu'on est proche de la fin? Non. Mais ils ont peur. Et c'est un bon début. L'idée de me retrouver à nouveau face à Kyle me donnait la nausée. Mais j'ai dit oui. Pas parce que j'espérais des excuses. Parce que je voulais lui faire face. Une dernière fois. La salle de médiation était froide, impersonnelle. Grande table polie. Bouteille d'eau alignée. Kyle était déjà là, assis à côté de son avocat, un homme lisse, calculateur, au sourire d'arnaqueur professionnel. Kyle avait l'air diminué. Pas physiquement. Toujours bien habillé. Toujours impeccable. Mais son énergie était terne. Ses yeux cernés. Et le mépris arrogant qu'il portait comme un costume était froissé. Il ne m'a pas salué. Je n'ai pas attendu qu'il le fasse. Maître Val a présenté notre dossier calmement. Document à l'appui, il a lu à voix haute les mots de Kyle, ce qu'il avait prononcé dans le hall ce jour-là. Tu sens l'eau de Javel. Tu es une honte. Tu n'es rien. Chaque phrase était un coup de cloche. L'avocat de Kyle a protesté. Le médiateur l'a fait taire. Ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est un face-à-face. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste raconté la vérité. Comment je l'avais élevé. Comment j'avais travaillé malade. Comment cela m'avait déchiré de l'entendre m'appeler ordure. Le médiateur a pris des notes. Kyle, lui, triturait sa bouteille d'eau comme si elle allait l'épargner. Son avocat s'est penché, lui a murmuré quelque chose. Puis Kyle a parlé. Je vais t'accepter un accord, marmonna-t-il. Mais ça s'arrête là. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai plus vu le garçon que j'avais élevé. Juste un homme acculé par son propre mépris. Une victoire creuse, oui. Mais une victoire quand même. Nous avons quitté la salle de médiation comme 2 survivants d'une tempête discrète, trempés, fatigués, mais debout. Le médiateur avait rédigé un accord préliminaire sur le champ, que Maître Val et l'avocat de Kyle peaufinèrent ensemble, penchés sur la table comme 2 chirurgiens opérant un orgueil blessé. Je suis resté debout près de la fenêtre, observant les toits de bâton rouge. Mon reflet dans la vitre me paraissait plus vieux que jamais. Mais vieux ne voulait plus dire faible. L'accord final, une fois signé et notarié 3 jours plus tard, n'était pas extravagant, mais il était solide. Kyle devait me verser une somme fixe chaque mois pendant 10 ans. Pas une aumône. Pas un chèque de la honte. Une reconnaissance. Une restitution. Le montant avait été calculé avec soin. Frais de scolarité, loyer, soutien quotidien. À cela s'ajoutait une somme modeste pour détresse émotionnelle, un chiffre que l'avocat de Kyle tenta de contester jusqu'à ce que le médiateur tranche net.
N'oublions pas le commentaire sur l'eau de Javel. Une lettre d'excuse formelle faisait aussi partie de l'accord rédigé par son avocat, relu et validé par Val. Je ne m'attendais pas à de la sincérité. Je voulais juste qu'il écrive ce qu'il avait nié pendant trop longtemps. La lettre, imprimée sur un papier ivoire rigide, signée à la main avec cette même écriture qu'il utilisait jadis pour ses cartes d'anniversaire, disait « Je reconnais que mes paroles et mes actes envers Lena Murray, qui m'a élevé et soutenu tout au long de ma formation et de ma carrière, ont causé du tort. Je regrette profondément la douleur que j'ai provoquée et je reconnais l'ampleur de son sacrifice. Pas de tendresse. Pas de chaleur. Juste 78 mots, choisis avec soin, qui piquaient malgré leur neutralité. Je les rangeais dans le tiroir de ma table de nuit. Pas pour me consoler, mais pour garder une preuve. La preuve que je n'avais rien inventé. Que ce que j'avais ressenti était réel. Le premier virement arriva 2 semaines plus tard. Clair, net, électronique. Pas un mot. Juste une notification bancaire. Je suis resté longtemps devant l'écran de mon vieux téléphone à regarder ce petit chiffre monter. Je n'étais pas riche. Mais je pouvais enfin respirer. Kyle ne rappela pas. Pas pour crier. Pas pour s'excuser. Rien. Il disparut dans le silence juridique. Le type de silence qu'on paie pour éviter les conversations. Mais j'entendais des choses. Maître Val, fidèle à lui-même, ne disait pas grand-chose. Mais ses yeux parlaient. Quand il me raccompagnait à l'ascenseur, certains associés levaient les yeux de leurs écrans pour m'observer. Pas de moquerie. Juste une curiosité inquiète. La réputation de Kyle s'effritait. Autrefois modèle d'ascension, il était devenu l'homme poursuivi en justice par la femme qu'il avait élevée. Et dans un cabinet comme Whittaker et Val, où l'on misait sur l'élégance et la discrétion, cela comptait plus qu'un diplôme. Je ne me réjouissais pas. Mais je ne regrettais rien. Je n'ai pas arrêté de travailler. Grâce à l'accord, j'ai pu réduire mes heures. Mais je continuais à nettoyer 3 jours par semaine. Pas par nécessité. Par volonté. L'odeur du citron et du détergent ne me rappelait plus la misère. Elle sentait désormais l'indépendance. J'ai même commencé à marcher les jeudis matins. Une habitude simple, longtemps mise de côté. Une de mes anciennes clientes, Miss Thelma, tenait une petite boutique de couture. Elle m'offrit un coin tranquille près de la fenêtre pour lire. J'y venais avec un roman de poche et elle me servait un thé tiède, sorti de sa vieille bouilloire cabossée. On parlait peu. Mais chaque jeudi, elle me posait la main sur l'épaule et me disait « Ça fait plaisir de te voir t'asseoir un peu, ma belle. » Et rien que ça, c'était plus réparateur qu'un traitement. Un jour, en classant les dossiers à la maison communautaire, j'ai entendu parler d'un séminaire juridique pour les aînés. Des avocats offraient des consultations gratuites sur les droits liés au logement, aux retraites, aux successions. J'ai hésité. Puis je me suis souvenu. Samuel. Mon défunt mari m'avait parlé, un jour, d'une petite somme mise de côté à travers ses droits de vétéran. C'est pour les urgences, avait-il soufflé, presque honteux. Mais à l'époque, Kyle avait besoin de tout. Alors je n'avais jamais réclamé quoi que ce soit. J'ai fouillé dans le vieux coffre du placard. J'y ai trouvé 3 carnets de notes. Et dedans, des mentions de compte VA, des numéros, des montants griffonnés, jamais utilisés. Je les ai apportés au séminaire. La femme en face de moi s'appelait Clara Waugh. Avocate, la cinquantaine, assurée sans être dure. Elle feuilleta les carnets, fronça les sourcils, puis leva les yeux. « Madame, il est possible que vous soyez éligible à un arriéré de prestations de veuve. Et vu les dates, vous pourriez être assise sur des années de paiement non réclamés. » Je l'ai regardé, bouche entr'ouverte. « Vous dites qu'il y a de l'argent quelque part. » Potentiellement. Mais il faudra du courage. Du temps. Et des papiers. Elle me tendit la main. « Vous êtes prête à continuer le combat ?» J'ai pensé à l'eau de Javel. Au mot ordure. À la sueur de Samuel. Et j'ai répondu. Allons jusqu'au bout. Le printemps s'était installé à pas feutré à bâton rouge, et avec lui, la tension que je portais dans mes épaules depuis presque un an commença enfin à se dissiper. Les virements de Kyle arrivaient désormais comme une horloge automatique, impersonnelle, silencieux. Je ne répondais pas. Je n'envoyais ni remerciements ni messages. Le lien entre nous s'était réduit à une ligne comptable, à une réparation mensuelle pour une vie que j'avais sacrifiée sans jamais la chiffrer. Certains soirs, je me surprenais à me demander s'il allait bien. S'il mangeait. S'il dormait.
S'il regardait encore cette photo qu'il m'avait envoyée. Mais ses pensées passaient comme des nuages. Je ne les poursuivais plus. Je n'avais pas perdu l'espoir. Je l'avais simplement redirigé ailleurs. Le dimanche, je faisais du bénévolat au centre communautaire de Hamilton Street. Juste quelques heures, aider les aînés à remplir leurs formulaires médicaux, expliquer des documents d'aide sociale, traduire quelques lettres administratives. Du travail calme, assise. Moins dur sur mes genoux. Les gens m'appelaient Miss Lena, et une jeune maman, Charis, étudiante en soins infirmiers, m'a dit un jour, « Vous parlez comme quelqu'un qui a traversé l'enfer, et qui est revenu avec la carte. » J'ai souri. Peut-être qu'elle avait raison. Parce que ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que la dignité, la vraie, ne consiste pas seulement à être traité avec respect. C'est le fait de se réapproprier soi-même, après qu'un être aimé ait essayé de vous définir comme moins. C'est planter son drapeau sur les ruines de ce qu'ils ont rejeté et dire « Je suis toujours là. Et je compte. » Un après-midi, alors que je triais des formulaires dans la salle de pause du centre, j'ai entendu parler d'un séminaire juridique offert par l'Ordre des avocats de la ville. Consultation gratuite pour les personnes âgées, logement, héritage, litiges familiaux. Quelque chose a bougé en moi. Je croyais que ce chapitre de ma vie était terminé. J'avais affronté Kyle, survécu à la procédure, obtenu réparation. Mais il restait un fil à tirer. Samuel. Avant de mourir, mon mari avait murmuré un jour, « Il y a un petit compte quelque part. Des trucs liés à l'armée. En cas d'urgence. » Je n'avais jamais rien réclamé. Kyle avait besoin de tout. Alors j'avais rangé ça dans un coin de ma tête. Cette fois, j'ai décidé de m'en occuper. J'ai fouillé le vieux coffre en bois du couloir. À l'intérieur, 3 carnets noirs. Des chiffres, des dates, des initiales. J'ai tout apporté au séminaire, organisé dans une petite église du sud de la ville. Pliante en plastique, café tiède, biscuits secs. Mais les visages? Attentifs. Bienveillants. C'est là que j'ai rencontré Clara Wa. Pas toute jeune, mais solide. Avocate spécialisée en droit des anciens combattants. Elle s'est assise en face de moi, a ouvert mes carnets, a feuilleté en silence. Puis elle a levé les yeux. Ces documents, Madame Murray, on dirait bien que vous avez droit à une pension de veuve restée dormante depuis des années. J'ai mis un moment à comprendre. De l'argent? Toujours là. Elle a hoché la tête. Il va falloir batailler. Mais je veux bien vous aider. Mon premier réflexe fut de dire non. J'étais fatiguée. J'avais déjà livré mon combat. Mais je me suis souvenu du mot ordure. Et j'ai pensé, récupérer ce qu'on m'a dit que je ne méritais pas, c'est aussi une forme de victoire. Alors j'ai dit oui. Quelques semaines après avoir commencé à travailler avec Clara, un courrier inattendu arriva. Un pli officiel de Whittaker et Val pas signé par Kyle, mais par le service RH. Il annonçait que Kyle ne faisait plus partie de l'entreprise. Aucune explication. Juste une formule froide, comme un avis de décès administratif. J'ai lu la lettre plusieurs fois, sans trop savoir quoi ressentir. Du soulagement? Un peu. De la tristesse? Peut-être. Mais surtout, je n'ai rien ressenti du tout. Kyle était déjà parti bien avant de quitter ce cabinet. Sa démission n'était que l'écho final. En début d'automne, Clara m'a aidé à déposer une demande auprès du département des anciens combattants. Elle m'a prévenu, les délais seraient longs. Mais cette fois, je n'étais pas pressée. J'avais enfin du temps. Grâce au procès, j'avais pu stabiliser mes finances. J'avais même ouvert un petit compte épargne, rien de spectaculaire, mais le genre de choses que je n'avais jamais pu faire. Un filet de sécurité, ou peut-être un plaisir simple, pour plus tard. Au centre communautaire, mon atelier de budget avait évolué. Ce n'était plus seulement des tableaux Excel imprimés et des stylos rouges. C'était devenu un cercle. Un refuge. On l'appelait la table. Des femmes âgées. Quelques hommes. Tous avec des histoires à raconter. Des enfants qui les avaient ruinés. Des petits-enfants qui n'étaient jamais partis. Des frères qui avaient vendu la maison sans prévenir. Nous n'étions pas amers. Nous étions éveillés. Quelqu'un apportait des biscuits. Une autre imprimait des cartes avec des citations. Une semaine, la mienne disait « Ce n'est pas parce que vous les avez portés qu'ils ont le droit de vous briser. » Depuis, elle reste posée à côté de ma chaise. Vers Thanksgiving, le virement mensuel de Kyle arriva comme d'habitude.
Mais 2 jours plus tard, une enveloppe manuscrite suivit. Pas d'expéditeur. Mais je reconnus l'écriture immédiatement. À l'intérieur, une lettre brève. Ni juridique. Ni forcée. Juste, humaine. Je ne suis pas douée pour ça. Je ne sais pas si je l'ai jamais été. Mais je veux que tu saches que j'ai relu la lettre d'excuse 100 fois. Elle n'est pas suffisante. Je ne m'attends pas à ton pardon. Mais je vois ce que j'ai fait. Je le vois maintenant. Je suis désolée. Pas parce que j'ai perdu. Pas parce que j'ai dû payer. Mais parce que j'ai blessé la seule personne qui a jamais cru en moi sans rien demander en retour. J'espère que l'argent aide. Je sais qu'il ne répare rien. Kyle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. Mais j'ai plié la lettre, l'ai rangée à côté du billet de 20 $ encadré, et j'ai murmuré. C'est un début. L'hiver arriva sans bruit, drapant bâton rouge d'un voile gris plus que blanc. Le sud ne connaît pas vraiment la neige, mais il y a ce froid particulier qui rampe dans les os, pas à cause du vent, mais à cause de ce qui a été laissé trop longtemps sans chaleur. C'est ce que je ressentais en relisant la lettre de Kyle. Une tentative d'humilité, oui. Mais un écho lointain, venu trop tard. Et pourtant, quelque chose en moi avait changé. Je n'attendais plus qu'il me rende tout ce qu'il avait brisé. Je ne cherchais plus à ce qu'il redevienne le fils que j'avais bercé. À la place, je reconstruisais, pièce par pièce, une vie qui n'était plus définie par ses besoins ou ses silences. Le jour de Noël, j'ai cuisiné pour 2 amis du centre communautaire. Rien d'extraordinaire, un ragoût aux légumes, un pain au maïs, une tarte aux noix de pécan achetée en boutique. Nous avons ri, partagé des souvenirs, parlé d'hommes partis et d'enfants perdus, pas toujours par la mort. Il ne faut pas toujours enterrer pour faire le deuil, a dit Marlène, une femme menue au rire rauque. Et c'était vrai. Au printemps, une lettre officielle du département des anciens combattants arriva enfin. Clara avait eu raison. Les prestations de veuve de Samuel étaient restées en sommeil, intactes, comme une bouteille lancée à la mer, attendant qu'on la repêche. Le montant était modeste, mais couvrait 15 années d'arriérés. Plus qu'assez pour un nouveau départ. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sauté au plafond. J'ai pris une grande inspiration, suis allé jusqu'à la chambre, et ai allumé la radio. Une vieille chanson de blues tournait doucement. Et j'ai dansé. Toute seule. Lente. Sans gêne. Je n'étais pas en train de fêter l'argent. Je fêtais le fait que, pour la première fois depuis des décennies, je n'étais plus en train de survivre. J'étais libre. Avec l'aide de Clara et d'un conseiller financier du centre, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé. J'ai acheté un petit appartement à moi, dans un complexe calme réservé aux aînés. Un endroit où l'on peut cultiver des herbes sur son balcon. Où les voisins partagent du pain de banane le dimanche. Où personne ne vous regarde de travers si vous passez la journée à tricoter sur une chaise longue. Le jour du déménagement, j'ai accroché sur la porte une plaque en bois offerte par une des femmes du groupe La Table. Elle disait « Chez moi, pas chez eux ». C'était plus qu'un jeu de mots. C'était une déclaration. Kyle n'est jamais venu voir l'appartement. Je ne lui ai pas envoyé l'adresse. Mais une carte est arrivée pour mon anniversaire. Simple, avec une fleur pressée à l'intérieur. Pas de message. Juste. Je pense à toi. C'était peut-être vrai. Peut-être pas. Mais je l'ai glissé dans mon journal. Comme on archive une page d'un ancien chapitre. Un jour, en nettoyant un tiroir, je suis tombée sur le carnet où je notais toutes les dépenses que j'avais faites pour Kyle durant ses études. Il était jauni, les pages fragiles. Mais chaque ligne me racontait une version de moi que j'avais oubliée. Non pas la mère sacrificielle. Mais la femme qui croyait tellement en quelqu'un qu'elle avait parié tout ce qu'elle avait sur son avenir. Je n'étais pas naïve. J'étais forte. Et j'ai décidé d'utiliser ce carnet à nouveau, pas pour noter ce que je donnais, mais ce que je me donnais à moi-même. Page 1. Une plante de basilic pour le balcon 8,50 €. Un abonnement à la bibliothèque municipale gratuit. 3 heures de silence rien que pour moi inestimable. Parfois, les gens du centre communautaire me demandent pourquoi je souris autant, maintenant. Je leur réponds, parce que je n'ai plus besoin d'être reconnu pour exister. Parce que je sais ce que je vaux. Et parce que je n'attends plus d'être aimé à la mesure de ce que j'ai donné. La dernière fois que j'ai croisé Kyle, c'était dans un supermarché près du centre-ville. Il était seul, un panier à la main. Il m'a vu, s'est arrêté. Pendant une seconde, le temps s'est figé. Puis il a fait un pas. Moi aussi.
Pas pour se réconcilier. Pas pour effacer. Juste pour exister, côte à côte, comme deux personnes qui se connaissent, mais ne s'appartiennent plus. Il a hoché la tête. J'ai fait de même. Et nous sommes repartis chacun de notre côté. Pas avec de la rancune. Mais avec une sorte de paix. La paix de ceux qui ont survécu à l'amour mal placé. Et qui ont appris à s'aimer eux-mêmes. Il y a une photo sur mon nouveau buffet. On m'y voit debout dans ma cuisine, une main sur la hanche, l'autre tenant une cuillère en bois. Je porte un tablier fleuri et un sourire fatigué, mais entier. C'était l'année où Kyle est entré en faculté de droit. J'avais cuisiné pour toute la résidence étudiante ce jour-là. Spaghettis, pain à l'ail, tarte à la patate douce. Il m'avait prise en photo, à l'époque, avec fierté. Je l'ai gardé non pas pour me souvenir de lui, mais pour me rappeler qui j'étais, même quand personne ne le remarquait. C'est ça, l'essence de ma vie désormais. Reprendre possession de toutes les versions de moi qu'on a tenté d'enterrer. Dans mon carnet, la liste s'est allongée. Page 14. Une après-midi à peindre dans le jardin, 0 €. Un appel téléphonique avec une amie d'enfance, 18 minutes. Dire non sans s'excuser est libérateur. Le cercle de la table continue de se réunir. On a installé une boîte à souvenirs. Chaque personne peut y déposer un mot, une photo, un objet symbolique de quelque chose qu'elle a surmonté. Un jour, j'y ai mis la première lettre d'excuse de Kyle. Pas parce que je lui avais pardonné, mais parce qu'elle représentait un tournant. Le moment où j'ai cessé d'attendre qu'il me rende justice. Et où j'ai décidé de me la rendre moi-même. Le mois dernier, j'ai donné un atelier sur la transmission du patrimoine émotionnel. Pas d'argent. Pas de biens. Juste ce que l'on laisse derrière soi dans le cœur des autres. Je leur ai dit, ne vous demandez pas seulement ce que vous allez léguer. Demandez-vous à qui vous voulez léguer. Parce qu'à force de vivre pour les autres, on oublie que l'on a aussi le droit de choisir ceux qui nous méritent. Un samedi matin, alors que je nourrissais les plantes sur le balcon, une petite fille du 2e étage, Camilla, m'a tendu un dessin. Un cœur, une maison, et moi au milieu avec des lunettes énormes et un grand chapeau de soleil. En bas, elle avait écrit en lettres tremblantes. Madame Léna est gentille. Elle a une voix douce. Et elle sent bon les biscuits. Je l'ai serrée contre moi. C'était tout ce que j'aurais jamais voulu entendre. Pas elle a tout donné. Pas elle s'est sacrifiée. Juste elle était là, et c'était doux. Je ne sais pas ce que Kyle dira de moi dans 20 ans. Peut-être qu'il ne dira rien. Peut-être qu'il dira « ma mère m'a poursuivi en justice ». Ou peut-être qu'un jour, en tombant sur une vieille photo, il dira à quelqu'un « elle m'a appris ce que signifie tenir bon ». Mais ce n'est plus à moi de le décider. Je n'écris plus dans le livre de sa vie. Je termine le mien. La dernière page du carnet est vide pour l'instant. Je ne suis pas pressé de la remplir. Je la regarde parfois et je me demande « qu'est-ce que je veux encore me donner ?» Et la réponse vient toujours, simple, nette. Du temps. De la paix. De la place. Pour moi. Et si quelqu'un un jour me demande ce que je retiens de toute cette histoire, je dirai ceci. Qu'on peut tout perdre, un enfant, un foyer, un nom et se retrouver quand même. Que l'amour ne suffit pas s'il est conditionnel. Et que parfois, la famille que l'on choisit commence avec soi-même.